Donc bonjour à tous sur ce temps de midi. Merci d'avoir un tout petit peu pris de votre temps pour échanger autour de ce sujet qui effraie, ce sujet indispensable, ce sujet, enfin moi personnellement, j'ai dû combattre pas mal de croyances négatives et limitantes par rapport au marketing, ce qui m'a motivé à lancer cette initiative. Et quand on parle de marketing, j'ajoute toujours digital parce qu'effectivement, le paysage du marketing, je ne le connaissais pas avant, mais a terriblement changé avec l'arrivée d'Internet et bien sûr des réseaux sociaux, le web 2.0, comme on dit. Moi, je me souviens quand j'avais mon dojo d'aïkido, où je commençais, j'allais faire mes petites affiches que j'imprimais et que je mettais à l'entrée des supermarchés. Ça, c'était le marketing de l'époque. Ça fonctionnait bien parce que le dojo a bien fonctionné pendant une vingtaine d'années. Mais il vient un temps où les choses changent et l'Internet a changé considérablement la donne. Déjà, avec l'offre en ligne, l'offre en présentiel et l'offre hybride. Et en plus de ça, il y a tout ce concerne le faire savoir, et on va en parler tout de suite de dire, OK, c'est bien tout d'organiser une formation, mais s'il y a personne qui vient parce que personne n'est au courant, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous ai préparé deux, trois transparents, comme on dit en français, ou slides, comme on dit plutôt par chez nous. J'essaie de récupérer mon écran parce que je ne vous vois plus. Ah, voilà, ici, vous êtes ici. Donc en fait, c'est véritablement aujourd'hui, on ne va pas résoudre tous les problèmes aujourd'hui parce que je pense que c'est un travail, on va dire, de longue haleine, c'est-à-dire un travail qui nécessite de s'investir, de travailler, de préparer et de mettre en place d'abord une stratégie et ensuite de la concrétiser dans la réalité. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas faire ce projet-là si on veut arriver à quelque chose d'utile, si on veut faire des discussions générales et généralistes qu'on trouve partout sur Internet, c'est pas un problème. Il suffit simplement de parler pendant une heure et puis on croit qu'on est parti. Mais on n'est pas parti avec ça. Il y a, à mon sens, un besoin réel de concrétiser et de rendre concret, effectivement, le marketing de nos activités et comment on peut mesurer que ça fonctionne. Et bien sûr, s'il y a des gens qui s'inscrivent. Mais avant ça, pour ne pas investir trop de temps à faire des choses qui ne fonctionnent pas, il est important, à mon sens, de travailler en groupe, de travailler ensemble pour pouvoir se donner et demander du feedback. J'ai fait ça les dernières semaines avec Corinne qui ne pouvait pas se joindre à nous ce midi et j'ai constaté à quel point c'était super bénéfique parce qu'en fait, on a nos tâches aveugles. On a tous nos tâches aveugles. Ce qu'on fait est tellement évident. On ne comprend pas que tout le monde ne s'y intéresse pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout d'un coup, la porte reste ouverte et il n'y a personne qui arrive. Donc ça, c'est un problème. Et je pense que ce problème est encore aggravé ces jours-ci, enfin ces jours-ci, ces années-ci, parce que simplement, avec Internet, l'offre s'est démultipliée d'une manière incroyable. Et donc, en fin de compte, ce qu'on faisait avant ne suffit plus, ou en tout cas ne suffit pas pour euh, que notre offre de formation ou de coaching ou d'intervention, etc., soit suffisante pour être reconnue, entendue et choisie. Donc voilà, c'est pour ça que cet atelier va être suivi de séances de travail. Je n'ai pas encore fixé la fréquence, mais ça, on pourrait commencer une semaine par une semaine, puis 15 jours et puis un mois. On verra bien comment ça va se passer. Mais ça va encore être finalisé un peu plus tard. Alors, où est mon écran quand je fais ceci? Donc voilà, c'est un peu mon introduction. Il y a le sacro-saint bouche à oreille. Moi, j'ai toujours cru au bouche à oreille, mais je vois qu'en fin de compte, ce n'est plus suffisant, ou en tout cas, c'est devenu beaucoup plus lent par rapport à l'ensemble de l'offre et du marketing qu'on peut, je dirais, recevoir tous les jours, jour et nuit, à travers nos fichus téléphones. Le bouche à oreille, donc, en fin de compte, oui, ça marche, mais ça risque de prendre du temps. Mais il y a un côté noble dans ce bouche à oreille. Si les gens viennent chez moi par le bouche à oreille, c'est parce que les gens sont contents. Donc il y a quelque chose qui vient à l'encontre, en tout cas moi personnellement, de toutes mes croyances
limitantes ou négatives sur le marketing. Le bouche à oreille, ça, c'est quand même l'exception, quoi. C'est ma réputation, c'est comment je travaille. Donc ça, c'est toujours très, très bien. J'ajoute aussi, j'en ai parlé à Sylvie hier, on s'est parlé au téléphone, ce que j'appelle le syndrome des imposteurs. Vous connaissez le syndrome de l'imposteur, ça c'est le sentiment qu'on n'est pas crédible, on n'est pas valable, on n'a pas la compétence et on propose des choses qu'on n'est pas capable d'assumer. Moi, j'ai défini le syndrome que j'appelle des imposteurs, c'est-à-dire vous êtes compétent, vous êtes expert dans votre domaine, mais autour de vous, il y a une foultitude de gens, la plupart du temps moins compétents, même parfois à la limite de la malhonnêteté intellectuelle. Vous voyez toutes les offres de devenez coach en 2 heures, 2 jours, moyennant une bonne facture bien salée, et on va vous faire de vous des coachs ou des intervenants, et vous n'avez rien besoin de connaître. Ils le disent clairement. Donc, c'est ça, syndrome des imposteurs, c'est en fait cette caractéristique qu'on peut vivre en tant que personne compétente dans notre offre de services et d'aide, accompagnement et de formation, mais on est en dessous des radars parce qu'il y a trop d'imposteurs. Quand je dis imposteurs, je pense à ces offres un petit peu farfelues, et c'est très difficile pour le commun des mortels d'évaluer et de dire quelle offre est la bonne, quelle personne est la plus compétente. Quand on voit comment les messages sont rédigés, etc., ça devient très, très difficile. À ce moment-là, on se rabat bien sûr sur le bouche à oreille. Mais donc, le syndrome des imposteurs est né quand j'ai vu qu'en fait, des thérapeutes que je connaissais, qui habitent pas loin de chez moi, qui n'arrivent pas à avoir assez de clients ou de patients, ça dépend comment on les appelle, et tout simplement parce que on ne les voit pas, on ne les entend pas. Il y a trop d'offres, il y a trop de propositions qui se passent et ils sont inaudibles. C'est comme si vous parlez tout bas dans une salle où tout le monde crie. D'accord? Ça, c'est un syndrome qui, à mon sens, doit être pris en compte et qui va probablement définir aussi la manière de vous positionner dans ce que vous avez à proposer. Donc, comme je l'ai dit, noyé dans un océan d'offres et de publications, et aussi cette notion de oh, ben, oui, si tu veux être connu, reconnu, etc., il faut que tu publies régulièrement, mais ça bouffe du temps, hein. Et a priori, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Donc, cette notion de temps consacré implique automatiquement comme conclusion, ben, si c'est pour y consacrer du temps, autant le faire bien et autant que ce soit utile. Ça me semble quand même le B à bas par rapport à ce genre d'activité. Ce que je vais vous donner, c'est deux, trois grandes lignes. On va rien résoudre malheureusement aujourd'hui, mais donner deux, trois grandes lignes par rapport à com- comment ça fonctionne. C'est un petit peu le résultat. Pour moi, c'est une synthèse un petit peu de plein de choses que j'ai vues alentour. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous savez peut-être moins. Et d'emblée, j'ai envie de vous partager que il y a de tout ce que j'ai lu, notamment les derniers bouquins que j'ai lus, dont un que je vous recommande, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Simple Marketing for Smart People, c'est en anglais bien sûr. Et là, pour une fois, on a travaillé avec les niveaux logiques de la PNL, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé avec... En général, dans le marketing, on dit vous devez définir le profil type de votre client. Ce qu'on appelle le buyer's profile ou l'avatar, ça dépend un peu comment on dit. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est une personne, c'est une femme de 42 ans qui a 2 enfants, qui travaille dans ce genre de métier, etc. On fait un profil comme ça, hyper détaillé. Moi, c'est très, très grande frustration parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens différents qui pourraient être intéressés par ce que je propose. Et ici, par exemple, dans ce bouquin-là, pas, il s'est pas maintenu au niveau de l'identité de cet avatar, mais il est descendu au niveau des croyances. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que mon client potentiel ou futur a besoin de croire pour que pour lui, ça soit complètement évident, je fais cette formation, je vais en médiation, je vais en coaching chez cette personne. Donc, c'est en fait vraiment, véritablement installer ces croyances nécessaires, on va dire, et avant ça, de démonter ou de transformer ou de recadrer les croyances négatives
qui consiste à croire, par exemple, ouais, ben, je vais pas apprendre ça avec une formation. Il n'y a aucune formation qui peut m'apprendre ça. Avec cette croyance-là, et je vais jamais acheter ou commander ou m'inscrire à une formation. Donc, en fin de compte, si on regarde l'audience, d'abord, il faut d'abord être entendu, vu, visible, audible. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'univers complet, il y a plein de gens, je peux vous le garantir, qui ne vous connaissent pas. Et donc, on passe de totalement inconnu à j'ai vu quelque chose passer de cette personne. Et la zone blanche de l'écran, c'est en fait la zone de tous ces gens qui ne m'ont jamais entendu. Alors bien sûr, si vous faites une publication, là tout d'un coup, vous allez avoir un, un éclair de conscience qui va être orienté vers vous. Et puis après, on va faire un chemin concentrique. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit dans ce qu'on appelle les tunnels de vente, les funnels, comme on dit en anglais. D'ailleurs, on peut imaginer que ça, c'est un tunnel de vente vu du dessus, donc c'est l'entonnoir vu d'en haut où en fin de compte, on commence par un ensemble de croyances, de constats, de prise de conscience qu'il va falloir transformer ou qui se transforment pour qu'on arrive à ce que la personne véritablement me commande le service que je lui propose. Et ça commence par simplement, j'ai un problème. Et il y a différentes approches, et moi j'aime bien la notion de problème dur ou rude. C'est si j'ai pas conscience que j'ai un problème, j'ai aucune raison de demander de l'aide à l'extérieur ou d'apprendre quelque chose, puisque je n'ai pas conscience que j'ai un problème. Par contre aussi, si par exemple je prends conscience, ah, ça ne va pas trop bien, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, et en plus si j'ai cette croyance, ça pourrait empirer, là ça va ajouter de l'urgence à la conscience. Donc rude, c'est reconnu, donc je suis conscient, c'est j'ai un problème. Il y a eu urgent, ça veut dire ça pourrait empirer, ou on parlait du recrutement pour Damien, etc. Il est urgent que je retrouve un travail, donc je vais me demander un support coaching pour rédiger mon CV convenablement. Et puis après, on arrive à, en fin de compte, si j'ai un problème depuis un certain temps, on va le revoir encore tout à l'heure, euh, j'ai perdu mon fil. Si j'ai un problème depuis un certain temps, j'ai commencé à chercher des solutions. Et comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Je vais chercher un spécialiste ou je vais lire un bouquin ou je vais suivre une formation. Et puis à un moment donné, parmi toutes les solutions que je vois, je vais identifier, ah, voilà, ça c'est la solution. Cette solution-là, elle m'intéresse, elle vaut la peine, croyance supplémentaire. Et puis, c'est pas encore suffisant pour acheter la formation. Il va falloir quelque chose en plus. Il faut que mon offre soit suffisamment reconnue et que j'ai confiance dans le prestataire. Surtout quand je parlais des imposteurs de tout à l'heure. Si j'ai pas plus confiance en toi, pourquoi j'achèterais ou je demanderais ce service à toi et pourquoi pas à quelqu'un d'autre? Donc ça, c'est ce sont où on va de plus en plus. Et puis après, il y a la finale, la décision finale, c'est l'achat. Je signe, je paye. Et là, il y a une question fondamentale qui est beaucoup débattue dans le monde du marketing, c'est la notion, la différence entre le prix que je demande pour le service, qui est toujours comparé d'une manière subjective avec la valeur de ce qui est offert. Et en fait, on compare des pommes avec des poires, véritablement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'argent, ben, c'est des euros, c'est facile à évaluer, mais la valeur de ce que je propose, c'est difficile. Alors, si je reprends un peu les commentaires qu'on a fait tout à l'heure, si déjà moi-même, je considère que ce que j'offre ou que je propose est banal, comment est-ce que je peux induire chez mon client futur le fait que ce que j'offre a de la valeur? Si c'est banal, la valeur descend. La seule solution pour contracter avec cette personne, c'est de diminuer mon prix. Alors, soit vous augmentez la valeur, soit vous diminuez le prix. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est là que, effectivement, le marketing va jouer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, comment je vais faire pour donner à la personne une représentation interne de la valeur qu'a le service que je propose. Donc ça, c'est tout un travail. En tant que PNListe, ça vous fait, j'imagine, bourdonner plein de choses dans votre tête. C'est que véritablement, là, il y a des choses à faire. Première chose, la représentation qu'on a de la valeur, la représentation qu'on donne à la personne de la valeur. Et après, on peut, si on parle des métaprogrammes et des choses pareilles, c'est comment je fais ma comparaison.
Si je me mets dans la peau, en deuxième position, comme un client, comment je fais pour comparer? Est-ce que je fais avec quelque chose qui est fort in time en disant, ouh, ça c'est cher, parce qu'avec ça, je pourrais m'acheter au moins trois repas ou un livre, ou etc. Ou bien, quand je vois à long terme ce que ça va me rapporter en termes de, je ne sais pas moi, boulot, emploi ou bien-être, etc. Ah ben tiens, si j'élargis la ligne de temps, tout d'un coup, cette formation me semble avoir beaucoup de valeur. Donc, on voit déjà tous les articulations avec lesquelles on peut jouer en tant que PNListe. Et c'est et essentiellement à ce niveau-là, sans compter tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire toutes ces croyances qui sont là et qu'on peut travailler. Et c'est ça qui va faire pour moi l'essentiel par rapport, on a parlé de beaucoup communiquer, faire des posts, etc. Vous pouvez faire des posts comme vous voulez, à l'infini. Si c'est simplement balancer des idées sur le réseau, c'est pas utile. Vos posts, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce dernier bouquin que j'ai lu qui m'a vraiment beaucoup impressionné, c'est que chaque post que vous allez poster doit venir transformer une croyance négative que le client potentiel peut avoir et installer une croyance qui va être favorable, par exemple. Mais oui, à travers une formation, vous pouvez apprendre cette compétence qui vous pourrit la vie. Si j'ai l'impression que oh ben, c'est mon destin, je suis comme ça, hein, je suis comme ça, avec une croyance, je suis comme ça, vous ne l'aurez jamais, cette personne, à s'inscrire à un coaching ou à une formation. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là. Donc, en fait, on travaille sur une sorte de inventaire des croyances qui empêchent et les croyances nécessaires pour l'installation. Ça, c'est pour un petit peu tracer ce que moi je vois par rapport à l'avantage que la PNL peut avoir comme outil pour faire un marketing utile. Et en plus, chose agréable, à ce moment-là, ben, si vous travaillez dans le domaine avec vos compétences de PNListe, c'est-à-dire que votre marketing, ça devient une pratique. C'est pas simplement un travail supplémentaire qui vous gave, c'est quelque chose dans lequel vous dire, tiens, il y a un petit challenge par rapport à ce que j'ai envie de faire. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Alors, si je passe au suivant, ah ben voilà, oui, ah oui, je me suis même fendu d'une petite animation. Vous avez vu ça? Regardez mon écran blanc. Donc, cette petite synthèse. Première chose, conscience du problème. Le client doit réaliser qu'il a un problème à résoudre et un problème insatisfait. Ça, c'est des grandes généralités, mais bon, parfois, il y a des généralités qui valent la peine d'être rappelées. Ensuite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la personne qui est consciente d'avoir un problème va chercher, analyser des solutions. Le problème est identifié et donc, comment je vais remédier à la question? Ce qu'on voit tout de suite là-dedans, c'est que dans votre communication, on ne dit pas la même chose à la personne dans le premier carré qu'à une personne qui est dans le deuxième carré. Venez parler d'une solution à un problème dont j'ignore l'existence, c'est un coup dans l'eau, hein, d'accord? Donc ça, c'est de nouveau la question, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de partager dans ce but-là. Pour les personnes qui sont au premier stade, dans le stade que je ne suis pas conscient que j'ai un problème. Le troisième niveau, c'est la prise de décision. J'ai analysé les solutions. Qu'est-ce qui fait que mon offre va être choisie? Qu'est-ce qu'elle a de plus? On l'a dit tout à l'heure, la notion de banalité, ce sont nos petits diables que nous devons combattre. Parce que tout est banal, rien n'est banal, et il faut simplement mettre en évidence la valeur de ce que vous offrez, ce que vous proposez par rapport au reste du marché, mais aussi par rapport aux autres solutions que la personne a peut-être déjà, je dirais, exécutées ou testées ou expérimentées. Alors j'ai repris, c'est un schéma, le gars qui a écrit ce bouquin, je devrais vous le mettre quelque part si vous lisez l'anglais. Euh, donc problème dur, donc à l'envers, c'est reconnu, urgent et quoi? Douloureux, douloureux, parce que si c'est pas douloureux, c'est pas grave, je vois pas l'intérêt de me casser la tête. Donc en fait, comment on parle à la personne, elle est dans son état présent, quel est son problème? Je vis un problème. C'est pénible. Avec- Qu'est-ce que je dis à cette personne
pour l'amener dans le chemin de l'acheteur. Ensuite, c'est qu'est-ce que vous avez tenté comme solution? Et c'est pas grave. Et je comprends que vous n'ayez pas réussi. Et je comprends que vous ayez suivi des formations qui ne fonctionnent pas. C'est justement pour ça que je viens vous trouver. C'est parce que ce que je vous propose est différent de ce qui a été vu ailleurs, de ce que vous avez pu expérimenter ailleurs. Et ça vaut la peine qu'on la construise ensemble. Donc, il y a vraiment cet aspect de communication différente et là, c'est aligné, hein. Vous voyez, recherche et analyse de solution. Il y a ces deux cas, solution tentée, explorer qu'est-ce que vous avez fait comme solution et qui n'a pas fonctionné. Ensuite, qu'est-ce que ma solution a d'original? Et là, c'est là qu'on voit à cette croyance ce que le prospect doit croire pour acheter ce que j'offre. Moi, par exemple, je propose des formations en gestion des conflits. Et j'affirme, et c'est ce que je défends, c'est qu'on ne peut pas apprendre à gérer les conflits uniquement avec le mental. Tout simplement parce que quand on est dans le conflit avec les émotions, le mental est court-circuité. On n'a accès à rien. C'est pour ça que je dis, la dimension que je propose est corporelle. Et le corps devient votre allié. Donc comment je distingue ma solution des autres solutions que la personne peut avoir tentées. Ça, c'est un exemple. Ensuite, effectivement, ma solution, effectivement, doit vraiment répondre à ce problème rude ou dur par rapport à ça. Annabelle, je viens à toi tout de suite. Le dernier slide, et puis, enfin, et puis je te laisse la parole. Et enfin, en fin de compte, on termine par la proposition, l'offre. Qu'est-ce que je propose? Bien souvent, et je faisais ça avant aussi, je commençais par l'offre. Je vous propose une formation sur la gestion des conflits avec l'Aikicom qui aura lieu de telle date à telle date et qui va faire, etc., etc. Ça coûte autant, venez, ceci. Nanana. Je commence par l'offre et je n'ai absolument pas j'ai absolument négligé toutes les étapes antérieures. Donc j'ai plein de gens qui regardent, oh, c'est sympa, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Une autre dimension par rapport à la communication, justement dans cette optique de marketing, c'est l'état futur. Donner, créer, aider la personne à se créer une représentation du futur de ce que ce sera quand j'aurai appliqué la solution que je vous propose. Et ça va déterminer, en fin de compte, la forme et le contenu de notre messagerie. Si on ne respecte pas ça, eh ben, on publie. On fait du vent, on publie, et ça n'amène à rien. Et c'est un petit peu ça moi, c'est la trame que j'essaye d'utiliser. Vous pouvez aller voir mes publications récemment par rapport à la formation que j'ai organisée à la fin du mois de septembre. J'ai essayé d'appliquer ça en venant répondre à des croyances négatives. Par exemple, j'avais appris avec Corinne, par exemple, oui, tiens, voilà, ta formation gestion des conflits basée sur l'aïkido. Moi, je ne m'inscrirai pas. Ah, pourquoi? Parce que j'aurais peur d'avoir mal. Franchement, un art martial, pour moi, c'est pas pour moi. C'était un argument, une objection qui me semblait tellement, tellement surprenante et pourtant si compréhensible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté quelque chose en disant, oui, mais ça va faire mal. Et puis, j'ai commencé à raconter pour dire, mais non, en fait, c'est pas de l'aïkido sur un tatami avec des prises, des clés. C'est quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus soft, beaucoup plus agréable, simplement pour ancrer dans le corps. Donc là, je me suis adressé aux personnes qui, dans cet univers, dans ce cercle qui est ici, pourraient avoir dans le cercle jaune clair ou jaune foncé, je ne sais pas, cette croyance, ça, c'est pas pour moi parce que j'ai peur d'avoir mal. La personne n'ira jamais vers le centre, jamais si elle pense ça. Voilà. Euh, Annabelle, tu voulais dire quelque chose? Je ne sais plus où sont mes écrans, là, je suis un peu perdu. Si tu veux Il a parler. répondu simplement, je voulais réavoir le mot qui était le R par rapport à dur, et puis tu as dit que c'était rude dans ton explication, donc c'est parfait. Merci. Reconnu. Reconnu, Reconnu. urgent et douloureux. Merci. Ou à l'envers, comme problème dur, c'est dans l'autre sens. Euh, Question, commentaire par rapport à ce que j'ai dit. Bon, j'imagine que certaines choses sont évidentes pour vous, mais je dirais que j'ai un besoin de structure et
avant de commencer à faire plein de publications, c'est pour moi important de comprendre le sens et d'utiliser à ce moment-là les connaissances en tant que pénaliste pour pouvoir articuler mes productions d'informations et amener les gens qui sont... il y a des petits points comme ça partout, tous les gens qui sont là autour, et vous devez en ramener un certain nombre à l'intérieur du cercle rouge. C'est simplement ça le but. Et si vous faites des publications sans intention, vous n'allez toucher personne en fait. Alors c'est sûr qu'il y aura des posts qui vont intéresser certaines personnes et pas d'autres, et d'autres qui vont intéresser les autres et pas ceux-ci. Donc ça, c'est la question. À côté de ça, il y a aussi en faire, ça, c'est répondre aux croyances négatives la plupart du temps et installer les bonnes croyances. Mais il y a aussi, en fin de compte, OK, quand je sais ça, comment, qu'est-ce que je communique? Par exemple, si vous regardez dans le cercle jaune clair, ou voire même dans le blanc, si vous faites des exposés hyper détaillés sur votre méthodologie, les gens vont pas percuter, ça les intéresse absolument pas. Pour attirer les gens du blanc au jaune clair vers le jaune foncé, il faut commencer à expliquer par des choses très très courtes, un peu provocantes éventuellement, mais des choses qui vont simplement attirer l'attention. Et puis, dans le jaune et puis dans le rose clair, là, quelque part, là, commencer à faire des postes beaucoup plus complets. Si je vois par exemple, enfin, comparaison n'est pas raison, mais si je prends la newsletter de Sylvie par exemple, c'est quand même très pointu. Et en plus, ça s'adresse à des médiateurs et pas à des clients, hein. Donc, toute la question, l'exemple n'est pas nécessairement bien choisi. Mais en fin de compte, si je fais des posts spécialisés, c'est parce que je m'adresse à des gens qui sont déjà dans le rouge ou le rouge clair ou le rouge foncé. Et ça sert à rien de perdre mon temps si je veux avoir une grande audience. Ces gens vont pas être concernés par ça. Donc, moi, ça me fait... Mon critère de clarté est complètement épanoui par rapport au fait que je dis, je sais ce poste-là, pour quel genre de public, à quel niveau de son chemin. Moi, quelque part, ça me fait atténuer un tout petit peu ce sentiment de perdre mon temps à poster des trucs n'importe quoi, n'importe comment, où on arrive à, exactement comme a dit, je pense, c'était Annabelle, cette notion de ah oui, c'est intéressant, mais avec ça, je fais rien. Donc les gens restent dans la zone jaune, ils tournent à la place d'aller vers le centre. Ça, c'est un petit peu la question. Des commentaires, des questions ou des précisions? Oui, non? Merci, c'est très précieux ce que tu dis. C'est bon maintenant la question aussi c'est que je dois passer tous mes petits slides. Effectivement, ça c'est la question que je vous avais posée au départ, hein. Donc effectivement, moi par exemple, j'ai cette croyance que le marketing c'est quelque chose qui sert à manipuler, voire à mensonge. Enfin, c'est la dimension commerciale la plus négative. Je suis pas du tout un commercial. Et je sais que tant que j'ai ces croyances-là, je ne vais pas être cohérent dans ma communication, ça va être très, très, très compliqué. Jusqu'au jour où, justement, dans ce dernier bouquin-là que j'ai lu il y a 2 semaines, où les gars expliquent que en fait, plus vous êtes expert, plus vous êtes capable, compétent, plus vous êtes proche de la prise de tête. C'est-à-dire quand on vous demande un problème, moi je me dispute avec mon mari ou j'ai des ennuis avec mon collègue ou n'importe quoi. Et vous dites, oui, mais d'abord il y a le cas de figure où il y a ceci, puis la systémique nous dit ceci, et vous avez perdu la personne au troisième coup. La personne, elle dit, voilà, j'ai un conflit, je veux une solution. Et en fait, plus on connaît la matière, et plus on a tendance à s'emberlificoter dans les détails. Et tout devient compliqué et on fait fuir les gens qui ont des demandes qui, à ce stade-là, sont encore simples. Et par rapport à ça, justement, le recadrage qu'ils ont offert dans le bouquin et que j'ai trouvé fabuleux, c'est le marketing, c'est pas vendre, c'est pas manipuler, c'est pas raconter même à la limite des mensonges, même s'ils sont dans une bonne intention. Il y a un terme juridique sur le mensonge, le bonus, je ne sais plus comment, qui n'est pas pénalisable, qui n'est pas puni par la loi. C'est quand on fait en disant ma soupe est la meilleure du monde.
C'est assurément un mensonge, mais c'est pas punissable parce que c'est justement, ça s'appelle le bonus ou je ne sais plus. Enfin bref, tout ça pour dire que, en fin de compte, il dit, c'est pas ça qu'on fait. Le marketing, c'est un apprentissage. Vous apprenez des choses aux gens. Vous apportez quelque chose. Vous apportez de la connaissance. Ben moi, je peux vous dire que ce bête recadrage-là, ça m'a réconcilié en disant, mais voilà, maintenant, en fait, c'est pas faire de la pub que je fais, c'est j'explique. Je donne une explication. Comment ça se passe une médiation? Comment ça se passe un coaching? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce qui fait que quand ma communication est mauvaise, c'est parce que je ne comprends pas comment fonctionne l'autre personne en face de moi et que donc un tant soit peu de compréhension du mécanisme va m'aider et me rendra la vie belle. Je dis, ah merde alors, il y a une structure à l'expérience pour parler en termes de pénaliste. Je ne savais pas ça qu'il y avait une structure. Moi, je croyais qu'il y avait des recettes. Oui, en fait, c'est ça. Transformer ce que vous apportez en apprentissage. Vous offrez de la connaissance plutôt que fourguer votre matos et votre offre. Moi, je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable, formidablement recadrant pour moi, qui m'a beaucoup aidé. Ça, c'était pour le chapitre croyance sur le marketing. Alors, je vais enchaîner par rapport à, effectivement l'intention. Donc, je pourrais vous causer pendant des heures. Vous pourrez suivre des dizaines et des dizaines de formations. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que sans pratique, ça ne va pas. Alors, on peut suivre, bien sûr, des formations. Il y a plein d'offres. Il y en a un qui va vous dire les sites, c'est génial. L'autre, qui va dire les tunnels de vente, c'est nul. Et l'autre qui vont dire c'est les webinaires. Vous avez mille solutions. Moi, ce que j'ai fait et l'initiative que je prends, c'est parce que j'ai vu les bénéfices de ça. Simplement travailler avec une seule personne simplement. Et donc, imaginez si on a un écho avec plus de personnes, c'est effectivement de construire un groupe pour travailler ensemble, partager nos connaissances, ce que j'ai appris de ce bouquin, par exemple, mais aussi pour aider à construire le programme, mon programme de marketing ou le programme de marketing de chacun. Ensuite, effectivement, définir les étapes comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment créer une audience, comment est-ce que des gens qui ne me connaissent pas, comment tout d'un coup me connaissent, et ensuite les amener sur le parcours du prospect. C'est les cercles qui deviennent concentriques. Donc, une fois que c'est ça, c'est bien de le dire, mais le problème, c'est qu'il faut l'appliquer. Et ce que je vois et que je constate après plusieurs semaines de faire des essais et des erreurs, c'est que nous avons nos tâches aveugles. Nous ne voyons pas notre activité, notre produit comme le client le voit. Et donc, on a besoin, vraiment, on a besoin d'un regard extérieur pour avoir un vrai écho. Ensuite, s'engager sur le parcours, et ça, c'est la pression sociale quelque part, en termes de dire, je m'engage, je vais publier 3 posts par semaine, un post par semaine, je vais publier, je vais organiser un webinaire, je m'y engage. Et je rends des comptes au reste du groupe, ce qui me donne un tant soit peu je dirais, d'aide à la persévérance, on va dire. Et ensuite, essentiel, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et si vous regardez, je peux mettre la page, mais la page que j'ai faite pour la formation que j'organise au mois de septembre, elle a été construite par essai-erreur, par feedback reçu et demandé. Hop là. Euh, voilà, c'est ici. Voilà, mais de toute façon, j'ai dit. Demander le feedback sur ce message. Comment tu vois ça quand je définis mon public cible? Quelles améliorations je pourrais faire sur mon message? Est-ce qu'il y a assez d'émotions, comme disait Annabelle? Qu'est-ce que je pourrais faire pour en faire plus ou moins ou autrement? D'accord? Et aussi donner un support, ça c'est indirect, quelque part, c'est un peu comme Chantal l'évoquait quelque part, ou que je l'évoquais après Chantal, c'est que une autre forme de bouche à oreille. Faire des bons posts sur LinkedIn, c'est intéressant, mais si vous avez beaucoup de commentaires et de réactions, votre post va être vu par beaucoup d'autres personnes. Donc, si vous faites partie d'un groupe, que vous assistez aux publications des membres du groupe et que vous y réagissez ou vous partagez même, vous donnez à l'autre très facilement beaucoup plus de visibilité. Donc, de nouveau, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Et alors,
par rapport à ça. Donc, effectivement, tout l'un dans l'autre, effectivement, ce groupe de travail et de pratique, ça se passe au sein de l'atelier PNL, qui est, je le rappelle, en fait, une communauté qui à la fois permet d'organiser les ateliers, mais aussi qui essaye de mettre en place une dynamique entre pairs, aussi bien pratique PNL, ici dans le domaine du marketing, mais on peut faire encore plein d'autres projets, groupes ou commentaires de lecture par rapport à des livres, et qui permet aussi, justement, une fois qu'on est à l'intérieur, de passer du de la théorie à la pratique, des concepts du marketing à la concrétisation pour mon activité. Et pour moi, c'est ça qui fait la grande différence. Et en plus, pour revenir avec les choses, ça m'embête de faire le marketing. C'est tellement plus facile, tellement plus agréable quand on le fait ensemble. C'est simplement ça. Et en plus, j'ajoute la dimension, c'est que c'est de plus en plus évident pour moi à quel point la PNL peut nous aider à améliorer et à rendre plus agréable notre marketing, notre communication, tout simplement, avec les prospects, les futurs clients. Et c'est maintenant que je ne sais plus arrêter le partage. Voilà. Je reviens vers vous. Je voulais rester dans le cadre d'une heure. J'y suis bien. Il est 13h30. Je suis ouvert à vos commentaires et intéressé surtout de les entendre. Merci, merci Alain, Christian, pardon. Merci Christian pour ce partage, c'est intéressant. Ton livre, il est écrit en anglais, c'est ça? C'est le bouquin que j'ai référé, oui, je vais le mettre dans les commentaires. D'accord. Quand tu dis qu'il faut, voilà, que chaque fois que je m'adresse au client, dois savoir dans quelle étape il est. Hein, est-ce qu'il est dans la case problème, est-ce qu'il est dans la case recherche ou prise de décision? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des postes différents ou que c'est dans la façon de faire, d'écrire le poste, parce que moi, c'est ça que je fais. Dans la façon d'écrire le poste, je passe du problème à l'analyse des solutions et à la prise de décision, passage à l'action. Ou est-ce qu'il faut faire trois postes différents à chaque fois, De ce mais que, de ce que j'ai compris et ce que je fais depuis quelques semaines, ce sont des postes différents. trois sortes de postes. Des postes différents. Et parfois dans des canaux différents. Par exemple, ici, formation pour particuliers, je suis plus sur Facebook que sur LinkedIn, par exemple. Mais Oui. non, oui. Et en fait, la dispersion s'adresser à un public trop différent génère de la confusion dans le message. Ah oui. C'est pas clair. C'est pas clair. Tu vas mettre du détail pour satisfaire les gens qui sont dans le rouge et tu vas embêter les gens qui sont dans le jaune, ou tu vas être trop généraliste et les gens de rouge vont s'embêter. En fait, ils vont simplement pas regarder. Ils Ok. vont zapper, ils vont simplement zapper. Après, il y a des astuces, hein, les emojis, le langage qui commence par une accroche, les images. Ça, c'est de la technique. Ça, c'est de Ouais, la ouais. technique. Il y a plein de choses à raconter là-dessus. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est le contenu de mon message, à mon sens. Et moi, je vois au niveau des réactions, c'est que j'ai beaucoup plus de réactions depuis que je fais comme ça. Donc, tu as des postes qui s'adressent aux gens qui ont un problème, tu en as d'autres qui s'adressent à ceux qui sont déjà dans la recherche de solutions, Ouais, etc. c'est ça. D'accord. Ok. Je vais tenter ça. Je vais réfléchir à ça. C'est intéressant. Qui Pourquoi d'autre? pas. Merci. Sylvie? Bah, tout à fait intéressant tout ce que tu nous dis là, Christian. Ça cogite. Euh, une petite question, comment dire? On n'a pas du tout parlé de qui est celui qui s'adresse à. Je veux dire, mon image de moi, l'image que j'ai de moi, mes convictions, mes croyances, mes valeurs, etc., font que je décide d'interpeller X, Y, Z qui a un problème, qui cherche une solution, etc. Voilà, souvent je vois toujours sur LinkedIn des gens où je me dis ils sont peut-être un peu gonflés de le dire, mais ils y croient a priori. Je suis avocat atypique. Je suis l'avocat, puis tu as une belle image d'un avocat qui sourit. Je suis avocat 2.0. C'est-à-dire, quel est le qualificatif qu'on peut se donner? Je veux dire, tout à l'heure, je ne sais plus quels les prénoms qui l'a dit. Je crois qu'il y avait Michel ou Annabelle qui disait qu'elle ne croyait plus
pas trop à ce qu'elle faisait, puisqu'il n'y avait pas de retour, hein, de reconnaissance. On en a besoin aussi de cette reconnaissance pour y croire et puis construire, etc. Donc, quelle image on a de nous-mêmes pour pouvoir croire que j'ai le filon, j'ai la proposition, j'ai la solution pour l'éducation des jeunes enfants, etc., etc. Mais qui je suis moi pour oser le dire? On ne s'est pas posé la question, peut-être faudrait-il se la poser, non? Oui, oui, tu touches un sujet, moi, qui effectivement, c'est hyper important. En fait, pendant des années, j'ai commencé par dire qui je suis, qu'est-ce que je propose et comment je suis bon, enfin, etc., etc. Et en fait, toutes les théories que j'ai lues partout disent, c'est pas vous le héros de l'histoire. Ce que vous faites, ça ne les intéresse pas. Ça ne les Ouais, intéresse pas, sauf au moment de la prise de décision, dans la zone rouge, où là, tu dois les convaincre que tu es quelqu'un de fiable, de compétent, etc., etc. Mais la plupart du temps, en fin de compte, la personne a besoin d'abord d'être adressée, c'est un anglicisme ouais, horrible, mais dans son problème ouais. et au moment de la solution, de dire, oui, mon originalité, elle se situe ici. Je vais dans ton sens, là je suis bien d'accord, mais je dis pas qu'il faut d'abord dire je suis diplômé de blablabla. À un moment donné, faut faire une petite incursion dans le discours pour dire mais quelque chose de ce genre-là. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu Mais dis. je vais même aller plus loin dans ce que j'ai dit. C'est que, en fait, moi, quand on me dit, tu sais, si tu veux vendre ta formation ou ton coaching, tu dois dire, voilà le problème que probablement vous avez et voilà la solution. Je dis, mais c'est infantilisant pour les clients. Je dis, moi, si je dis, voilà, quand je m'attends à être intéressé par une formation, j'attends à ce que la personne me dise, voilà qui je suis, voilà ce que je propose. Et moi, je suis assez grand pour faire le pont avec mon besoin et dire, ça m'intéresse. Eh bien, il semblerait que nous sommes une minorité. Ah, Oui, Nous sommes une minorité. ça alors, Et moi, ça me choque très fort parce que je trouve ça ouais, infantilisant de dire, voilà ton problème, t'as mal aux dents, eh bien, voilà, moi, je te propose ce médicament-là. Et moi, j'ai simplement ouais, de dire, je vous vends un antidouleur. Et moi, je dis, ah ben ça tombe bien, j'ai un mal aux dents, je suis assez grand pour le savoir, je vais acheter l'antidouleur. Eh ouais. bien, il semblerait que dans ce qu'on appelle les tendances actuelles du marketing, moi, je peux simplement dire ça. En fait, il faut prendre le problème et faire du prospect le héros de son histoire. Ouais, je voudrais Vas-y, Damien. apporter un éclairage. C'est juste basé sur mon ressenti subjectif d'avoir évalué des milliers de personnes. Mais les gens qui disent, ouais, je suis un putain d'avocat 2.0, je vais vous arracher tout parce que je suis le mec qui avance, en général, c'est naze, quoi. Parce que s'il a rien d'autre à dire, c'est bien parce qu'il a rien d'autre à dire. Et les gens qui tiennent la route, ils le disent jamais, ça, je suis un putain d'avocat 2.0. Et j'ai rarement rencontré des gens qui revendiquent. Si le gars qui dit je suis un expert en ceci, en général, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si un gars me dit je suis un expert en céramique, je suis capable de retapisser des fours d'un haut four en eau et puis il n'y a jamais de fuite, c'est que en général c'est vrai. Parce que le mensonge tiendrait pas longtemps. Mais le genre avocat 2.0, non, c'est de la connerie. Et donc, il faut même pas regarder ça parce que ça nous pollue l'esprit. Ça ne sert à rien de regarder ces modèles-là. C'est un peu cash, mais je le pense à fond, hein. Ouais, On le on est voit poussé à se pardon. démarquer, on est toujours poussé à se démarquer pour sortir du lot, en fait. C'est un peu ça le marketing actuel, la pub ou les croyances qu'on se fait, de se trouver une étiquette pour dire je suis le spécialiste Mais c'est ouais, mais gestion de c'est pour ça que tu conflit. termines Ouais, par ça. Tu vois, Sylvie, tu termines par ça. Tu dis, ouais, voilà, vous avez ce problème-là, il y a ceci, il y a qui ne va pas, et c'est parce qu'il y a trois éléments, je vous donne les trois éléments. Et juste pour votre information, moi, je suis quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir. Et tu as fait tout le parcours du jaune ouais. vers le rouge, en fait. Tu es parti du problème à l'extérieur et tu es rentré vers la confiance dans la personne, mais à la fin. Et ça, tu vois, sur LinkedIn, tu peux aller, il y en a beaucoup qui sont dans ce format-là. Ce que je vois d'expérience, c'est que
c'est qu'il faut une régularité et quand même une large autonomie. Ça veut dire que, par exemple, d'abord, il y a des choses à mettre ensemble au niveau de comment je vois, où est-ce que c'est clair, où est-ce que c'est pas clair, pour que chacun puisse élaborer son propre, entre guillemets, plan ou stratégie, améliorer ce qu'il fait ou qu'elle fait déjà ou pas encore. Et à partir de là, de mettre en place le système de feedback en disant, tiens, mais voilà, je me suis lancé, j'ai besoin de votre retour, et c'est convaincant ou c'est de la merde, et j'améliore et j'améliore. J'ai mis le site, c'est pas pour faire ma publicité, mais c'est simplement pour dire, ça c'est le résultat. Si vous avez vu ma première page, j'ai pas, heureusement ou malheureusement, pas la page originale. Mais en fait, qu'est-ce que je faisais? D'abord, je disais ce que je faisais et à quoi ça servait, etc. Et puis à la fin, les gens étaient perdus, quoi. Et les feedbacks que j'ai reçus par rapport à cette page, c'est que ça commence à ressembler à quelque chose qui peut attirer les gens, etc. Mais ça doit s'accompagner de toute une communication que je fais déjà pour le moment sur LinkedIn et des choses pareilles. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, donc ça fait partie des expériences. Mais, pour revenir par rapport aux contraintes, je n'aime pas le marketing, etc. Le fait d'avoir une piste, d'avoir une direction, me donne énormément de satisfaction à poster. Et j'ai encore rien ajouté par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle, hein. Parce que ça, il y a un boulot extraordinaire à faire, des automatisations, etc., etc. Là, je suis en train de déblayer le terrain, mais il y a vraiment des choses super intéressantes. Ça remplace pas, mais ça aide à la mise en forme. C'est dans la mise en forme que vous avez une valeur ajoutée incroyable, mais pas dans les idées. Parce que ça, si vous comptez sur les idées de l'intelligence artificielle, là, sûr que vous allez être banal. Ça, je peux vous le garantir, d'une banalité affligeante. Par contre, dans la mise en forme, là, il y a énormément de temps à gagner. Et de nouveau, c'est la même chose, c'est les expériences. Tiens, j'ai essayé ça, je vais échanger des prompts, comme on dit, et comment on peut faire pour mettre en place quelque chose, et surtout avoir les échos des autres. C'est ça qui est important, c'est vraiment, moi, ce qui m'a sauvé dans la démarche, c'est le fait d'avoir travaillé avec quelqu'un qui m'a donné un regard et d'avoir suffisamment de confiance. C'est pour ça que je ne peux pas faire ça, je dirais, sur un groupe comme PNListe, des choses pareilles, parce que on ne sait pas qui regarde, on ne sait pas comment il regarde et avec quelle intention. Donc, ça ne peut pas être forcément pas bienveillant assez que pour pouvoir travailler. J'ai besoin de créer un espace de confiance pour que quand je demande l'avis à quelqu'un, j'ai confiance que ça va être ça va être sincère, ouvert et constructif. Moi, j'avais travaillé avec Corinne, elle avait fait une vidéo de présentation de son podcast, etc. Je dis, écoute, désolé, ça va pas. Pour moi, ça va pas parce que ça va trop vite là. Là, il y a ceci qui ne va pas. Et elle l'a corrigé et elle a avancé, quoi. Et j'étais seul à donner mon feedback. Mais imaginez si vous avez trois personnes qui donnent un feedback, vous avez des pistes beaucoup plus intéressantes, quoi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que c'était comment on dit, un mal nécessaire, hein, on va dire ça comme ça, un mal nécessaire. Mais si on veut éviter d'autres mots, ben voilà ce qu'on doit pouvoir développer et travailler. J'ai plus ou moins essayé d'appliquer les principes que j'avais appris dans la promotion de ce groupe d'échange et de travail sur le marketing, parce que autant que tout fasse farine au moulin, comme on dit. Il me reste à vous remercier. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, Est-ce que tu vas, est-ce que pour les feedbacks, tout ça, tu vas créer un groupe, quelque chose? oui, Parce que oui, 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 je suis en train de préparer plein de trucs pour avoir plein de solutions différentes. Il y a beaucoup de solutions. Maintenant, il faut un petit peu rationaliser, mais oui, 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 ça va être aussi pour annoncer vos intentions. Tiens, par exemple, je crois très fort, et tout le monde le dit, si vous voulez avoir un marketing efficace sur un plan digital, il faut de la régularité. Alors, la régularité, ça peut être une fois par jour, une fois par semaine, hein, mais donc ça ne doit pas nécessairement avec une grande pression, mais il faut de la régularité. Et moi qui suis le roi des procrastinateurs, je le prétends et je l'affirme, j'ai besoin de cette régularité et la pression des autres pour dire j'ai atteint mes objectifs ou pas, ça, je sais que c'est précieux pour moi. Et je suis sûr, quelque part, que je ne suis pas le seul et j'ai plein de concurrents au trône.
Ça, c'est sûr. Parce qu'on Merci, reste en cette Christian. période Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce temps de midi. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, ce qui est mon cas. Merci. Et on se continue de se suivre. Si j'ai pas vos coordonnées par email, contactez-moi que je vous tienne au courant parce que comme j'ai pas fait avec inscription, je ne sais pas qui s'est inscrit. Donc, vous avez mon Messenger, vous avez 36 000 trucs. Si vous voulez être tenu informé, faites-moi un petit signe parce que sinon, vous serez oublié et vous irez directement dans Oh, la zone blanche. la menace absolue, là. La menace absolue. Vous tomberez dans l'indifférence. Allez, à bientôt. Au revoir et Ciao, merci ciao. beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée à Ciao, tous. ciao. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.